Radio Okapi. Grande interview. Bonjour, je suis Alain Irung Mouchige. Je vous présente mes vœux de paix et de santé pour 2022. Dans Grande Interview aujourd'hui, je reçois le sénateur Augustin Matata Pogno, également Premier ministre honoraire. Il s'exprime sur sa tribune intitulée « L'opprobre a été ainsi jeté par le président du Sénat aux 9 juges de la Cour pour leur incapacité à interpréter un article de la Constitution ». Il s'exprime aussi sur d'autres questions touchant au développement de la RDC. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Sénateur Matata Pogno, bonjour. Oui, bonjour. Le 5 janvier 2022, vous avez publié une tribune intitulée « Justice, l'opprobre a été ainsi jeté par le président du Sénat aux 9 juges de la Cour pour leur incapacité à interpréter un article de la Constitution ». Dans cette tribune, vous commencez en disant « Ce que je pense ». Et que jamais les hautes juridictions judiciaires du pays n'ont été mises à dure épreuve comme dans le dossier Matata. En effet, plus le temps passe, plus les motivations profondes du procès se dévoilent, ce qui met en mal l'état de droit dans le pays. En termes faciles, qu'est-ce que vous voulez dire et comment vous justifiez ce titre? Bon, je ne sais pas si je peux utiliser d'autres termes plus faciles que ce que j'ai utilisé dans cet article. L'effort que je fais en écrivant ce que je pense, qui est un éditorial mensuel dédié à cette revue Congo Challenge mensuelle, c'est d'être compris. Et donc j'utilise ce qu'on peut appeler le français facile. Mais sinon, peut-être pour donner davantage d'éclaircissement, c'est que après examen approfondi de la question, je réalise que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'est pas d'application par des organes censés l'appliquer. Et là, quand on examine à fond, on réalise que ce n'est pas alors des motivations judiciaires uniquement, que ce n'est pas des motivations de la justice uniquement, parce que la justice veut que le jugement d'une institution compétente soit d'application. Parce que quand vous regardez la Constitution, elle vous dit que les arrêts de la Cour sont exécutoires. Et on dit immédiatement, lorsque l'organe qui est censé appliquer l'arrêt de la Cour, c'est-à-dire le parquet, près la Cour constitutionnelle. C'est l'organe chargé d'appliquer le jugement. Mais l'organe refuse d'appliquer le jugement. Que voulez-vous qu'on dise, monsieur le journaliste? Lorsque la Constitution et la loi organisant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle stipulent que les arrêts de la Cour sont exécutoires immédiatement par toutes les institutions, civiles, militaires, politiques, et que le président du Sénat déclare devant l'hémicycle et en direct à la télévision que l'arrêt de la Cour ne concerne pas le Sénat, c'est quand même grave pour un état de droit. Et donc, après examen approfondi, on réalise effectivement que les motivations de ces procès, parce que ne répondant pas aux exigences strictes des lois qui régissent le fonctionnement de la justice, ont d'autres motivations que des motivations judiciaires. Voilà. Et donc, selon vous, selon vos détracteurs, il fallait à tout prix que Matata Pogno soit condamné, qu'il soit épinglé quelque part. C'est ce que nous révèle finalement le non-dit de cette remise en cause de l'arrêt. Parce que, monsieur Alain, tout le monde a dit, monsieur Matata doit aller s'expliquer devant la justice. C'est ce que je fais. L'étape finale d'un processus judiciaire, c'est être devant la barre. J'ai comparé en tant que prévenu Matata. On m'a appelé monsieur le prévenu Matata passé devant la barre. Et je le fais. Mais qu'est-ce que la Cour a dit? La Cour a dit que toute la procédure judiciaire qui a été faite était non conforme à la Constitution, non conforme aux lois de la République. Si ce qui peut être considéré comme la plus haute cour dans ce pays peut initier une procédure judiciaire qui soit non conforme à la loi, à la Constitution, que peut-on dire? Si c'est un juge d'un tribunal de paix, c'est-à-dire dans ses débuts d'application de la Constitution et des règles de la République qui le fait, on comprendrait. Mais quand ce sont des hauts magistrats, au plus haut niveau, parce que au-dessus de la Cour constitutionnelle, il n'y a plus d'autres institutions judiciaires. Si la Cour, les juges disent que tout ce qui a été fait comme procédure judiciaire est non conforme à la Constitution, non conforme aux lois de la République, que doit-on dire?
M. Alain, que doit-on dire? C'est qu'il y avait des objectifs cachés. Je vous cite encore dans votre tribune, vous dites « Nous estimons cependant que l'état de droit exige qu'en de telles circonstances, la Cour constitutionnelle rompe son silence mythique et édifie davantage les citoyens car elle est la seule institution compétente en la matière. Les contre-vérités distillées par le président du Sénat sont de nature à s'aimer la confusion au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale. Qu'est-ce qui justifie selon vous que la Cour constitutionnelle reste aphone ?» Bon, ça, c'est une question qu'il faut plutôt poser à la Cour constitutionnelle parce que l'article 10, à ce que je sache, de la loi organique organisant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle du 15 octobre 2013 indique que la Cour constitutionnelle a l'obligation de ne pas prendre une position publique. C'est une obligation de réserve. Et ça, c'est la Constitution ou la loi organique organisant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Mais la Constitution reconnaît à une seule institution, qui est la Cour constitutionnelle, les compétences d'interpréter tous les articles de la Constitution, y compris l'article 164. Mais vous avez vous-même suivi comme moi l'interprétation de l'article 164 qui a été faite par le président du Sénat. Et c'était en direct à la télévision. Une interprétation qualifiée par le sénateur Beauchab, professeur de droit constitutionnel, d'erroné. Le professeur Beauchab indique que le président du Sénat se serait référé aux avis des juristes des dimanches. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais lorsqu'un article aussi fondamental de la Constitution, parce qu'ayant trait aux compétences pénales sur le président de la République et le Premier ministre, si un tel article est mal interprété, je pense que les droits ou l'obligation du silence de la Haute Cour méritent d'être nuancés. Parce que là, personne aujourd'hui n'est en mesure de savoir qui de la Haute Cour, qui de la Constitution, qui du président du Sénat a raison. Parce que la Constitution, qui est l'émanation du peuple à sa compréhension. Les juges de la Cour constitutionnelle ont donné leur interprétation, mais le président du Sénat a aussi donné son interprétation. Mais maintenant, à qui devons-nous croire? C'est ce silence-là qui nous interpelle, parce que dans tous les cas, il faut qu'à un certain moment, qu'on nous donne la vraie interprétation de l'article 164 par rapport à celle qui a été donnée par le président du Sénat. Pourquoi ne pas saisir la Cour en interprétation de cet article, par exemple? Monsieur Alain, parce que cet article n'est pas difficile non plus à comprendre pour ceux qui veulent comprendre. Est-ce que ça nécessite vraiment un recours d'interprétation? À mon avis, non. Il appartient à la Cour constitutionnelle de pouvoir éclairer la lanterne de tout le monde. Parce que c'est de sa compétence et cette compétence, elle est constitutionnelle. On reconnaît à la Cour constitutionnelle la seule institution à avoir la compétence de pouvoir interpréter un article de la Constitution. Et son interprétation est sans recours. C'est la Constitution qui l'a dit. D'après vous, qui en veut à Matata Ponyo et pourquoi? Bon, écoutez, moi je pense que c'est à vous de répondre à cette question, parce qu'à un certain niveau, d'un journaliste professionnel comme vous savez comprendre les conséquences d'un point de vue. Parce que moi, je ne me réfère pas aux on-dit. Moi, je me réfère à la Constitution et aux lois de ce pays. Que dit la Constitution? Que dit la loi organique organisant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle? Ces dispositions constitutionnelles et légales disent que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et immédiatement et sans recours. Ces arrêts de la Cour disent que, j'insiste, monsieur Alain, tous les actes posés par le procureur général près de la Haute Cour sont non conformes à la Constitution. Parce que le procureur général près de la Haute Cour s'est référé aux articles 163, 164 jusqu'à 167, qui prennent en considération les infractions du président de la République et du Premier ministre en fonction. Or, les juges de la Cour ont réalisé que M. Matata n'était pas un Premier ministre en fonction. Donc, du coup, M. Alain, c'est que toute la procédure judiciaire menée à mon encontre n'a pas été conforme à la Constitution. Et que dit l'article 168 alinéa 2 de la Constitution? Il dit ceci, que tout acte jugé non conforme à la Constitution est nul et de nul effet. Ça veut dire quoi concrètement, M. Alain? Je parle à un professionnel comme vous. C'est-à-dire que
l'interpellation judiciaire faite par le procureur près de la haute cour, que ce soit sur l'affaire Boukangalonzo, que ce soit sur l'affaire Bienzérianisé, cette interpellation est nulle et de nul effet. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution qui l'ai dit. Donc tous les actes que le procureur général près de la haute cour a posés sont nuls et de nul effet. Comment alors le président du Sénat va attendre un acte d'une institution jugée incompétente pour poser tout acte concernant un ancien Premier ministre? C'est-à-dire que même le transfert d'un dossier au Sénat, c'est un acte qui est nul et de nul effet. Bien plus concernant les dossiers Bienzérianisé, qui a été monté de toutes pièces, dans le souci uniquement d'élever les immunités de M. Matata. Ces dossiers étaient vides et totalement vides. J'ai été reçu par le procureur général près de la haute cour, M. Jean-Paul Mukolo, dans son bureau, en présence de mon avocat, Michel Chebele, et au procureur général Sisdi de dire, Monsieur le sénateur, votre dossier est vide et nous devons le classer sans suite. Et en plus, il ajoute, je vous présente mes excuses et je demande pardon. Mais si le procureur général, après s'être rendu compte que le dossier était vide et qu'il devait le classer sans suite, et qu'il ne le classe pas, pour des raisons qu'on peut imaginer, pour que mes immunités restent toujours levées et qu'on cherche encore des dossiers, mais que dois-je faire si ce n'est que dénoncer un processus qui ne s'avère pas judiciaire, qui s'avère maintenant politique? Là, vous avez fait allusion à l'affaire zaïrianisation, mais qu'en est-il de Boukangalonzo, qui a réellement englouti plusieurs millions du trésor public sans atteindre les objectifs? Il faut qu'il y ait quand même un répondant. Si ce n'est pas vous le responsable de la débâcle de Boukangalonzo, qui devrait répondre devant la justice selon vous? Bon, écoutez, monsieur Alain, moi, je ne suis pas là pour désigner des personnes qui doivent être poursuivies. La Cour constitutionnelle a estimé que, M. Matata devait comparaître devant la justice, et cela en dépit du refus catégorique du Sénat, qui a estimé que les dossiers n'étaient pas suffisamment convaincants. Mais dans tous les cas, au lieu d'obéir à la force du droit, nous avons obéi au droit de la force. Mais la Cour constitutionnelle a tranché. Mais que dois-je faire? L'on dit, M. Alain, que M. Matata a reçu de l'argent de M. Christo Grobler, qui était le patron de l'entreprise qui a géré les sites de Boukangalonzo. Le rapport de l'inspection générale des finances dit ceci, qu'il n'y a aucun fonds du projet Boukangalonzo qui a été détourné directement de la Banque centrale vers la primature ou vers M. Matata ou vers une structure affiliée à M. Matata. Ceci est confirmé par le rapport du procureur général près la Cour constitutionnelle. En revanche, les rapports de ces deux institutions, j'ai cité l'inspection générale des finances et le parquet près la Cour constitutionnelle, indiquent que tous les fonds que j'ai détournés m'ont été remis par M. Christo Grobler, patron de la société African Commodities. Mais le patron de cette entreprise est ici à Kinshasa, ça fait 2 mois. Mais pourquoi l'inspection générale des finances? Pourquoi le parquet près de la haute cour? Pourquoi les autres institutions spécialisées, comme les Nations Unies, comme la Radio Okapi, ne vont pas voir M. Grobler pour dire, dites-nous quel est le montant exact que vous avez transféré à M. Matata, ou à un membre de sa famille, ou à une société apparentée à M. Matata, et de quels moyens, de quelle manière vous l'avez fait? Et je pense que le dossier sera clôturé. Je crois que c'est la meilleure façon de répondre à votre question, parce qu'à ce moment-là, on saura qui effectivement il faut poursuivre. Parce que la personne clé désignée par l'inspection générale des finances, désignée par le parquet près de la Cour constitutionnelle, est présente ici depuis 2 mois. Curieusement, personne ne veut plus la voir. Personne ne veut plus voir M. Christo Grobler pour témoigner. La seule fois où M. Christo Grobler a témoigné, il a dit qu'il n'a jamais vu M. Matata, si ce n'est une seule fois pendant la signature du contrat. Et que, selon lui, il n'a jamais remis $1 à M. Matata, ni à une personne proche de M. Matata, ni à une entreprise proche ou affiliée à M. Matata. Donc, il n'a remis ni directement, ni indirectement $1 à M. Matata. Alors, en principe, M. Alain, moi je devais recevoir les excuses directes et publiques et de l'inspection générale des finances et du parquet près la haute cour. Pour en finir avec le dossier Boukangalonzo, pour que nous puissions aborder d'autres aspects, s'il n'y a pas eu détournement des fonds, qu'est-ce qui justifie l'échec de Boukangalonzo?
Bon, écoutez, je pense que toutes les analyses ont été démontrées. Il y a des journalistes indépendants qui ont fait des enquêtes là-dessus. Jusqu'au moment où moi j'ai quitté la primature en décembre 2016, le projet Bukangalonzo fonctionnait très bien. Mais lorsqu'il y a eu des changements au niveau du ministère des Finances, on a senti une main invisible visant carrément à torpiller ce projet. Mais c'est Christophe Grobler l'a dit. Ça a été torpillé par des personnes, des opérateurs notamment économiques, qui ont vu ce projet de Bukangalonzo faire échec à leur business, parce que lorsque le produit qui était hier importé peuvent être produit localement, mais ça met en péril le chiffre d'affaires de certains opérateurs économiques. Malheureusement, ces opérateurs économiques ont utilisé des opérateurs politiques qui ont mis un coup d'arrêt à ce projet d'intérêt national pour des millions de Congolais. N'oublions pas que les Congolais ont commencé à consommer la farine qui était produite par ce parc agro-industriel. Radio Okapi. Grande interview. Grande interview reçoit le sénateur Augustin Matata Pogno, également Premier ministre honoraire. Augustin Matata Pogno parle beaucoup de leadership également. Pour vous, qu'est-ce que le leadership n'est pas? Bon, écoutez, pour dire ce qui n'est pas le leadership, il faut d'abord dire ce qui est le leadership. Parce que le leadership, c'est cette capacité d'un homme, d'une femme ou d'un groupe d'hommes d'avoir une vision, d'avoir un rêve. Parce que même lorsque Dieu créa le monde, il a eu d'abord une vision de ce qu'il voulait faire. C'est le point de départ. Et Alain, le rêve, selon le spécialiste, le rêve doit être grand. On ne rêve jamais petit. Il faut rêver grand. Parce que si vous visez les étoiles, vous pouvez au moins atteindre la lune. Ça veut dire qu'il faut absolument viser grand. Voyez-vous? Deuxièmement, quand vous avez la vision, il faut définir les objectifs globaux et les objectifs intermédiaires. Sinon, vous ne saurez pas atteindre votre rêve. Une fois que vous avez défini les objectifs globaux et les objectifs intermédiaires, il faut définir la méthode. Comment vous allez atteindre ces objectifs globaux et intermédiaires? Et puis, il faut faire les suivis-évaluations. Parce que si vous ne faites pas les suivis-évaluations, vous ne saurez pas qu'est-ce qui a été réalisé et qu'est-ce qui n'a pas été réalisé. Et quand vous faites les suivis-évaluations, mais il faut faire des corrections. Voilà ce que c'est le leadership. Voilà ce qui fait, cher Alain, qu'il y a des pays développés et qu'il y a des pays sous-développés. Voilà ce qui fait qu'il y a des riches et qu'il y a des pauvres. Voilà ce qui fait qu'il y a des heureux et il y a des malheureux. C'est le leadership. Maintenant, un leadership de qualité, un leadership fort, fait des pays développés, fait des hommes riches, fait des grandes entreprises, fait des hommes heureux. Les déficits de leadership fait des pays sous-développés, fait des entreprises, des petites entreprises, fait des hommes malheureux, ainsi de suite. Le déficit de leadership, c'est quoi? C'est le manque de vision. Le déficit de leadership, c'est quoi? C'est le manque de définition des objectifs globaux intermédiaires. Mais comment vous l'expliquez en RDC, parce qu'il y a autant d'intellectuels, de grands intellectuels comme vous, mais la RDC continue à croupir dans la misère? Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut un leadership de qualité. Il faut avoir une vision claire, partagée par tout le monde, qui constitue le moteur des mobilisations des âmes et des esprits de l'ensemble de la population. Un rêve, une vision, c'est ce qui galvanise l'ensemble de la population. Deuxièmement, il faut un programme économique clair qui définit les objectifs globaux, les objectifs intermédiaires. Il faut définir la méthode. Quel type d'idéologie politique vous voulez? Quel type de modèle économique vous voulez implémenter pour que ces rêves deviennent une réalité, pour que ces objectifs globaux soient atteints? Et c'est ce que nous avons essayé de faire, M. Alain. Pour que vous ne puissiez pas dire, M. Matata est en train de rêver, c'est ce que nous avons fait entre 2012 et 2016, pendant 5 ans. Nous avons accompli ce qui était le rêve ou l'ambition du gouvernement au cours de cette période, en définissant des objectifs globaux, des objectifs intermédiaires, en définissant une méthode. Et le résultat, c'est quoi, M. Alain? C'est que la RDC a réalisé le meilleure performance économique et sociale qu'elle n'ait jamais réalisée depuis 1960. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les institutions spécialisées qui le disent. Et en 2014-2015, nous avons gagné 11 points
dans le classement de l'indice de développement humain publié par le PNUD. Encore là, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous allez dire, oui, M. Matata donne des chiffres. Non. Et l'indice de développement humain, c'est un indice globalisant et globalisé qui permet d'apprécier effectivement le progrès d'un pays dans son développement. Là-dedans, vous y trouvez, par exemple, le revenu par habitant, vous y trouvez les taux de mortalité, vous trouvez les taux de scolarisation, vous trouvez les taux d'accès à l'eau potable. Au cours de cette période, la RDC a gagné près de 11 points. Donc la RDC a fait du progrès. Donc le leadership, c'est quelque chose qui a été vécu dans ce même pays. Et imaginez-vous, la RDC était classée parmi les 10 économies les plus dynamiques du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Banque mondiale qui l'a dit. Parmi les 10 économies les plus réformatrices du monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Banque mondiale qui l'a dit. À un certain moment, la RDC a fait rêver le monde. Parce que la RDC était citée comme un modèle de programme économique au Fonds monétaire, à la Banque mondiale, à la BAD, dans les institutions internationales. Rappelez-vous, M. Alain, j'ai été invité à l'une de 3 grandes universités du continent africain, à l'université du Caire, là où Obama a présenté son speech. Je le fais. Et j'ai trouvé dans la salle des étudiants égyptiens avec la cravate rouge. J'ai posé la question au recteur de cette prestigieuse université. Il m'a dit, Monsieur Matata, vous constituez un des modèles de gestion macroéconomique dans le continent africain. Voilà pourquoi les étudiants égyptiens voulaient aussi vous envoyer un signal. Il y a une frange des Congolais qui pense que l'argent que vous avez détourné a servi notamment à construire l'université Mapon, qui est une université moderne à Kindu, au Maniema. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, il faut aller demander au procureur général près de la haute cour, M. Jean-Paul Moukolo, qui a reçu, à mon insu, et dans ses enquêtes, c'est de bons droits, ses compétences les lui permettent, il a reçu l'architecte qui a construit l'université technologique Mapon, située dans ma ville natale de Kindu. Ce serait mieux d'ailleurs parce qu'il peut vous dire combien d'argent est sorti donc du compte du Trésor pour aller dans ces comptes. Tout ce que je peux vous dire, cher Alain, ce que les Congolais doivent savoir, c'est que dans ce pays, il peut exister des Congolais qui peuvent vivre autrement, qui peuvent gérer autrement. Que tous les Congolais ne sont pas semblables dans la gestion de la chose publique. Quand moi je suis arrivé ministre des Finances, la raison pour laquelle je me suis imposé le port, la cravate rouge, j'ai dit, je ne prendrai pas $1 du trésor public. Et je ne l'ai pas fait. Je l'ai dit au Sénat plusieurs fois. Je n'ai pas pris $1 du projet Bukangalonzo. Dieu merci. C'est lui qui était censé me remettre les dollars en question, a reconnu dans ce même pays qu'il ne m'a jamais remis $1. Est-ce que vous savez d'abord que M. Christo Grobler, dont on dit que je me connaissais avec avant même que le projet ne soit monté, le premier jour du procès, il est arrivé en retard. Et quand il est arrivé, moi je m'étais déjà présenté devant la barre. Et quand il est arrivé, il se présentait et le procès était terminé. Il a posé la question à ses avocats. Est-ce que M. Matata était dans la salle? C'est une histoire à dormir debout. Comment est-ce que le parquet près de la Cour constitutionnelle peut me dire avoir eu des rapports avec quelqu'un que je ne connaissais pas? C'est un film hallucinant. Mais revenons à votre question. Y a-t-il eu $1 qui a quitté le trésor public pour aller dans la construction de l'université? Cher Alain, quand vous arrivez devant cette université, vous trouvez une plaque qui vous indique les noms de tous les contributeurs. Et ce ne sont pas des noms non connus. Vous n'allez pas quand même dire qu'une entreprise comme TFM, Tank Fungroup Mining, n'est pas connue dans ce pays. Vous n'allez pas quand même dire qu'une entreprise comme Robank n'est pas connue dans ce pays. Vous n'allez pas dire quand même qu'une fondation comme Malta Forest n'est pas connue dans ce pays. Mais pourquoi vous les journalistes, vous ne pouvez pas aller voir ces entreprises pour dire est-ce que réellement vous avez contribué? Il y a un rapport d'audit présenté par un des cabinets qu'on appelle les Big Five, PricewaterhouseCoopers, qui a répertorié chaque dollar qui a été mobilisé pour financer les travaux de cette université. Mais PricewaterhouseCoopers n'a pas trouvé $1 qui est venu du trésor public. C'est une honte, cher Alain, que c'est les pillards de la République qui n'ont pas su construire même pas une école primaire chez eux, même pas une école secondaire chez eux, parce qu'on leur reproche de n'avoir rien fait. Ils disent, ah, lui, s'il a construit, c'est parce qu'il a pris l'argent du trésor public. Mais ils ne disent jamais que, quand vous allez visiter cette université, il y a une plaque qui indique tous les contributeurs. Cette université aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, est l'une des meilleures universités, pas en termes de bâtiments, mais en termes de sérieux et en termes de la qualité de l'enseignement. Et cette université ne reçoit pas seulement, et je vais vous surprendre, ceux qui étudient dans cette université, la majorité, ce ne sont pas les gens de la province du Maniema. Ils viennent de partout, y compris des provinces aussi éloignées qui sont dans l'ancien Équateur. Mais que disent les étudiants?
Ils disent, nous sommes fiers d'étudier dans une telle université parce que ça nous décomplexe d'aller en Europe. J'ai entendu un professeur qui me disait, mais pourquoi est-ce que certains parents veulent envoyer leurs enfants en Europe? Parce que vous trouvez toutes les conditions. Vous avez de la lumière 24 sur 24 heures, vous avez de l'eau et des toilettes 24 heures sur 24 heures, vous avez des papiers hygiéniques, vous avez tout ce qui est de confort. Vous avez des tableaux électroniques et vous avez un confort acceptable. Et vous avez des enseignants qui viennent même de l'Europe, même du Canada, qui viennent enseigner. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Et vous savez, mes chalins, parce que moi et vous, nous sommes aujourd'hui ici, de vivre cette interview, c'est parce que nous avons étudié. Savez-vous que le meilleur investissement, le meilleur facteur du progrès d'une nation, c'est l'éducation? C'est tout. Le Japon n'a pas de matières premières. Le Japon l'a compris et a investi dans l'éducation. Et l'un des facteurs du sous-développement, c'est l'absence de l'importance sur les sciences exactes. Pourquoi les États-Unis traînent l'économie mondiale? C'est à cause de la science, à cause de la recherche et du développement. Combien de facultés de polytechniques il y a dans ce pays? Mais combien comparer les facultés de droit et d'économie qu'il y a dans ce pays? Tout simplement parce que ce n'est pas facile de créer une faculté de sciences. Et ce n'est pas facile aussi d'être étudiant dans la faculté des sciences et des polytechniques. Mais malheureusement ou heureusement, c'est les sciences qui dirigent le monde. Grande interview reçoit le sénateur Augustin Matata Pogno, également Premier ministre honoraire. Pour terminer, la population congolaise est en majorité jeune. Un mot à tous ces jeunes qui vous entendent et qui ont besoin d'espérer. Écoutez, tout ce que moi je peux dire à la jeunesse, et d'ailleurs je prêche pour la jeunesse, parce que bon, nous sommes une génération qui va vers la fin, mais cette génération qui est encore montante, et tout ce que je peux lui dire, c'est que le leadership constitue la fondation du progrès d'un homme, d'une femme, d'une famille, d'une nation. Le leadership, cette capacité qu'un individu peut avoir de rêver, mais d'attacher à son rêve des objectifs et des valeurs. Aucune nation ne peut se construire sur des antivaleurs. Ça n'existe pas. Quand on dit que la justice élève la nation, c'est biblique. Monsieur Alain, avez-vous vu une nation qui s'est élevée sans justice? Ça n'existe pas. La plus grande nation au monde aujourd'hui en termes de puissance économique et même militaire, ce sont les États-Unis. Mais la justice y est forte. Donc c'est que moi je dois dire à la jeunesse aujourd'hui, qu'elle sache que le développement de ce pays ne viendra pas de l'extérieur du pays, ni d'aucune institution, fût-elle les institutions de Bretton Woods. C'est nous, les Congolais, de nous prendre en charge. Surtout la jeunesse, de se prendre en charge pour que le développement vienne. C'est nous-mêmes. Sinon, nous allons remettre en cause l'avenir de ces pays. Sénateur Matata Pogno, merci d'avoir reçu Grande Interview. Merci beaucoup.